Eugène. Oh, Eugène. Eugène. Ouh là là. Bonjour, je vais cette semaine vous présenter l'émission d'Eugène sur le carnaval. Carnaval est une fête que j'adore me déguiser et ce jour-là tout est permis. Je suis très contente qu'Eugène me permette de m'exprimer sur cette tradition qui me fascine. Aussi, je tenais à le souligner. Quelles sont les origines du carnaval? Eh bien, c'est pas facile. En fait, carnaval serait une fête d'origine païenne. Quelles sont les origines du carnaval? Eh bien, c'est pas facile. En fait, carnaval serait une fête d'origine païenne. Une sorte d'hymne au printemps, qui dès le XVe siècle aurait été récupérée par l'Église, celle-ci l'ayant intégré dans son calendrier religieux pour le Mardi Gras, juste avant le carême, les bacchanales avant l'ascétisme, en clair, les excès avant de se serrer la ceinture. Le carnaval serait né du besoin des peuples catholiques de se divertir avant que n'interviennent les rigueurs du carême. On dit que l'Église, qui tenait à garder ses ouailles sous son contrôle, ne pouvait tolérer ces bacchanales, et comme elle s'attaquait là à rude partie, elle préféra de guerre lasse incorporer celle-ci dans son calendrier religieux. Le carnaval fut fixé à Mardi Gras. Le mercredi des cendres, on se rendait alors à l'église plein d'un faux repentir et on se serrait la ceinture. Le carnaval, c'est la période idéale pour changer de peau, rentrer dans celle d'un autre personnage, se cacher derrière des masques, jouer à cache-cache avec les autres. Alors voilà, je suis moi et pas une autre. Je vous présente Eugène, mais je ne vous en dirai pas plus, pour l'instant. Car tout au long de cette émission, je vais vous donner des indices pour vous aider à découvrir qui je suis. Premier indice, je suis du sexe féminin. Il s'appelle Eugène. Regardez-le, Eugène. Eugène a rencontré Charlotte, Albert et Suzanne. Ce sont des gens qui habitent Seloncourt. Ils ont environ 70 ans. Il a rigolé. Eugène a rencontré Charlotte, Albert et Suzanne. Grâce à Charlotte, on tourne. Ça va pas. Non, je sais, je vais simplement dire Eugène a rencontré Charlotte, Albert et Suzanne et ils vont vous parler de leur carnaval. Hein? Ils sont une mémoire et Eugène, c'est aussi la mémoire de notre région. Alors, Charlotte Amé, je suis née à Seloncourt, j'ai 70 ans. J'ai travaillé pendant 13 ans chez Peugeot et puis ensuite, j'ai élevé mes enfants. Et puis, qu'est-ce que je dois dire? Pendant longtemps, j'ai gardé aussi, j'étais assistante maternelle. Quand mon mari est décédé, j'ai gardé des enfants, au moins une quinzaine. Hein. Et puis après, quand je n'ai plus personne, bon ben ma foi, on s'est rapproché un peu des gens. Hein. Je fais partie de la Maison pour tous. Et puis quand il y a eu les Amis du Vieux-Seloncourt qui ont démarré, j'ai fait partie des Amis du Vieux-Seloncourt. Bon, ben, c'est sûr que les origines du carnaval viennent des fêtes païennes. Hein. Ensuite, parce que ça doit dater de la nuit des temps, le carnaval, puisque même si ils mettaient des oripeaux, ils mettaient... Hein, et puis, ça devait être ça devait être, je pense peut-être au printemps, la fête du printemps, puisque c'est ou la fin du carême. Ça devait marquer quelque chose. Ça devait, mais pour les anciens, ça devait marquer la fin de l'hiver ou quelque chose comme ça. C'était les grandes fêtes. Et puis, bon, ben, ça a dû continuer dans les traditions, dans les villages et tout. Et puis, c'est devenu, bon, ben, c'est les gens qui se sont costumés, mais ce qu'il y a dans notre région à nous, le carnaval n'était pas implanté comme il est dans certaines régions, dans le nord, dans le midi, dans certains coins où on a vraiment une tradition du carnaval. Nous, c'était quelquefois les commerçants qui comme Suzanne dit, à Hérimoncourt, ont fait
des chars et puis avait fait ce truc-là, ce carnaval. Mais autrement, c'était surtout les bals costumés. Alors, il y avait à Seloncourt, il y avait un bal derrière l'hôtel du Cygne où les gens, mais très nombreux, parce que moi je me rappelle quand ma mère et mon père nous emmenaient voir les costumes, il y avait énormément de monde, presque tout le monde était costumé. Dans ces années, alors ça faisait 27, 28, 29, et puis petit à petit, à mesure, ça est tombé un petit peu... Pas en oubli, mais c'était beaucoup, les bals costumés existaient, mais il y avait beaucoup moins de monde qui se costumait. Et puis, il y avait quand même le jour de carnaval, les enfants qui se costumaient en grand-père, en grand-mère, en n'importe quoi, en bohémien, en n'importe quoi, et puis qui faisaient le tour des rues, qui allaient frapper aux portes, et puis parce que dans ce jour de carnaval, rares étaient les familles où on ne faisait pas les paniers de beignets de carnaval. Hein. Alors les enfants allaient frapper aux portes et puis ils récoltaient alors un peu de sous, un peu de beignets, un peu de bonbons. Et puis moi je sais que mes enfants ont fait ça aussi. Hein. Ils ont été... Moi je l'ai fait un ou deux ans, mais pas... Après vous savez, quand on était jeune, quand on avait 13-14 ans, on n'avait plus le temps de se costumer, on allait chez Peugeot. Hein. Alors le costume c'était fini. Moi, j'étais en chinoise et puis ma cousine en bohémienne. Et puis, on allait chez les gens qu'on connaissait, quoi, hein, pour avoir... D'abord pour être rassurés, parce qu'on avait toujours peur qu'on nous campousse. Tiens, voilà un mot patois, qu'on nous campousse, qu'on nous fasse partir, qu'on nous chasse. Voilà, alors bon, on allait chez les gens qu'on connaissait le mieux, quoi. Ceux-là, c'était ma cousine qui était allée en Amérique et puis qui avait ramené d'Amérique des costumes. Alors, ils étaient beaux, hein? C'était un beau chinois puis une belle bohémienne. Voilà. Mais autrement, moi, je sais que j'ai fait plein de costumes pour mes enfants, hein? Pour les filles, pour les garçons. Puis même, on les habillait comme ça, en vieux grand-père, en vieille grand-mère, et puis voilà, quoi. Mon Dieu, qu'est-ce qui va ressortir? Les villages étaient vraiment bien, séparés. Et puis chaque village vivait un petit peu sur ses traditions à lui. Hein, il y avait... Montbéliard devait certainement faire peut-être des carnavals plus conséquents, mais comme on n'avait pas beaucoup de moyens de locomotion, on était coupé du reste. Hein, on restait à Seloncourt et puis on n'allait pas plus loin, quoi. C'est après, quand on est venu grand, qu'on a eu les bicyclettes, qu'on a pu aller un petit peu à droite, à gauche, mais autrement, quand on était enfant, on restait à Seloncourt. Du moins pour moi, hein, puis pour beaucoup d'enfants, quoi. Pourquoi le carnaval se perd comme ça? Je ne sais pas, parce que pourtant ils n'ont pas peur du ridicule, parce que c'est quand même une fête, c'est quand même... Je ne sais pas. Alors ça, vraiment, il faudrait... parce que au carnaval de la Maison pour tous, il vient quand même des enfants qui ont 12 ans, 13 ans. Hein? Mais pourquoi après, hein? Pourquoi après ils coupent, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils font les gens maintenant? Ils sont assis devant la télé. Bien, mais il y a aussi le sport, parce que dans le temps, dans les villages, il y avait la gymnastique, il y avait le foot, et puis maintenant, c'est très très vaste le domaine du sport. Hein? Comme à Seloncourt, il y a beaucoup de sociétés. Alors si on partage déjà la jeunesse de Seloncourt entre les clubs qui se sont formés, il y en a déjà pas mal qui participent. Hein? Moi, je pense que ça ne serait pas inutile, parce que, mettons comme en Amérique, ça fait des années que ça existe, ça, les télévisions locales. Des années et des années, mais que nous, on n'a pas ça. Bon, moi, enfin, je sais pas, moi, il me semble que ça peut être utile.
Que ça peut apprendre, parce on a plein de choses dans la région même qu'on ignore, que maintenant, par exemple, qu'on fait partie des Amis du Vieux-Seloncourt, qu'on a découvert des choses qui se sont passées, et puis les monuments, et puis les coutumes, et puis plein de choses que vous pouvez faire ressortir, vous. Connaître, puis les gens se connaîtraient mieux. Enfin, c'est mon idée à moi, hein, je ne sais pas. Bonjour, Suzanne Veillat, Seloncourt. Je suis animatrice de Frivolité à la Maison pour tous et par le biais de cette animation, j'ai appris à faire carnaval avec les enfants. Malgré mes 70 ans, je me déguise. Je fabrique des costumes à mes petits-enfants, à des amis de mes petits-enfants, à mon mari. Et je voudrais parler de M. Edmé Campello qui, retraité, fabrique les chars de nos carnavals avec Jean-Marie Bobillet, M. Charles Kiffer, qui fait partie de l'organisation des Amis du Vieux-Seloncourt, et qui font des choses fantastiques. Il y a 3 ans, ils ont fait le char de Cendrillon, ils ont fait le char de la Belle au Bois dormant, et on avait une superbe jeune femme qui dormait dans un lit, dans le char, entre autres, qui nous fait, donc je parlais de mes Campello, qui fait des affiches très artistiques. Et bon, ce carnaval a beaucoup de succès. C'est vrai que nous avons quelquefois plus de 200 enfants de 6 ans, même plus petits, jusqu'à 14 ou 15 ans. On a déjà eu une jeune fille de 18 ans qui suit aussi le parcours. Ça donne beaucoup de travail à la Maison pour tous également, parce qu'il y a quelques enfants qui viennent chaque mercredi, près de bénévoles qui occupent leur mercredi à faire du bricolage. Et ces enfants-là, en principe, on essaie de les déguiser, s'il y en a 12, les 12 dans le même costume. Ou... Comme cette année, le thème, c'est les pays du monde. Alors, c'est pas très évident à trouver des costumes parce que, bon, dans le monde, presque tout le monde s'habille la même chose maintenant, n'est-ce pas? Tout le monde a des jeans, mais on recherche peut-être à faire des costumes qui rappellent soit des régions, soit des costumes anciens. Alors, le costume franc-comtois, c'est la Dièche-Haute. C'est plutôt spécial à Montbéliard. Oui, c'est plus spécial à Montbéliard, c'est la Dièche-Haute, bon, qui a une grande robe foncée, un espèce de caraco, je ne suis pas très douée là, hein, brodé, et alors le diéry qui est brodé de petites perles qui demande un travail énorme, d'artiste aussi. Quand on était enfant, qu'est-ce qu'on prenait? Soit une vieille combinaison de la maman, ou une robe qui nous allait jusqu'en bas des pieds. Alors pour nous, c'était un déguisement. Mais on n'avait pas de masque. Hein? On n'avait pas de... Mais après, oui, jeune mariée, je me déguisais. J'allais retrouver mon mari qui est en réunion et je ne me faisais pas connaître. Et quand il rentrait le soir, il me dit, je ne sais pas qui c'est qui est venu, il est venu de carnaval à notre salle. Alors, la télévision locale que je découvre aujourd'hui, on parlait... C'est vrai que le soir, on n'aime plus sortir, enfin bon, surtout à nos âges, et la télévision, pour nous, a beaucoup d'attrait. Je pense qu'une télévision locale, ça peut rapprocher des gens. Parce qu'autrefois, on allait jouer aux cartes le samedi soir, ou bien on allait à la veillée, ou bien on se retrouvait l'été dehors avec les voisins. Je me souviens, on a des bons souvenirs de notre jeune temps. Et je pense qu'une télévision locale peut peut-être faire connaître des gens. J'imagine que, bon, on verra d'ailleurs la suite que donnera notre petite interview de ce soir. Toute jeune, j'avais appris à faire de la frivolité. C'est une dentelle. La frivolité... On retrouve sa trace dans une encyclopédie féminine de l'an 1715. C'est très vieux et ça se perdait. Personne ne savait plus faire cette dentelle. Et à l'âge de 15, 16, 17 ans, j'ai eu l'occasion d'apprendre par une cousine. Et puis bon, j'avais oublié. Et puis il y a peut-être 15 ans maintenant, 20 ans,
tout cassé. Une jeune dame m'a dit « Mais tu devrais venir nous apprendre à faire cette dentelle à la Maison pour tous ». Et depuis, je suis animatrice de frivolité à la Maison pour tous. J'ai déjà eu peut-être une centaine d'élèves qui m'ont dépassée, qui ont fait des choses que je n'ai jamais entreprises, parce que moi, je dis « Je vous initie à cette dentelle. Après, vous faites ce que vous pouvez ou ce que vous voulez. » Et c'est vrai qu'on fait de jolies choses. Là, j'ai des mouchoirs. Oui, je vais vous en sortir. J'ai des mouchoirs, entre autres. Et je les fais surtout pour les offrir. Ce sont des petits cadeaux. Bon, on peut faire des nappes, on peut faire des napperons, on peut faire... je vous dis. Alors, l'instrument, c'est une simple navette. Les gens rigolent. Hein. Avec une navette ou deux navettes, on travaille la frivolité. Dans mon sac à main. Oh bah vous avez fermé là, non? Oh. Non? Ça fait rien. Vous couperez. Bon, parce que je vous montre l'instrument. Voilà l'instrument. C'est vraiment petit. Alors, je vous dirais que ma petite boîte, je l'ai partout avec moi, en voiture, n'importe. Si on est en panne, on s'ennuie, on fait de la dentelle. Si on va au docteur, on attend son tour, on peut faire de la dentelle. Même devant la frivolité, même devant la télévision, pardon, je dis des bêtises là. C'est la main gauche la plus difficile à faire travailler. Je vous fais un petit cours de frivolité? Oui. Alors. La main droite tient sa navette, le fil à l'arrière. On tourne son fil autour de sa main. On passe la navette sous le fil qui est tendu. On la ressort au-dessus sans la lâcher. On tire bien sur le fil de la navette et l'autre main amène le fil tout contre vos doigts. Ça donne une ribambelle, comment je pourrais dire, de double nœud qui ressemble à un point de boutonnière. Les grands-mères savent faire ça, mais les jeunes filles d'aujourd'hui ne savent plus. Alors, bon, je vous montre un petit peu rapidement, là. Mais quand j'ai des élèves, je fais vraiment très, très au ralenti. Mais je vous dis, elles m'ont dépassée. Et il fut un temps où j'allais à la Maison pour tous le mercredi apprendre aux enfants. J'ai appris même à un petit garçon qui était très habile de ses mains et à des petites filles qui doivent encore savoir le faire. Parce que ce qu'on apprend jeune, on ne l'oublie jamais. Je crois que ça reste toujours. Les mouvements, on ne perd pas. On perd peut-être un peu d'habileté, mais ça revient. Alors ça s'appelle des doubles nœuds. Pour faire des petites oreilles qui font jolies, ça s'appelle un picot. Et c'est toujours le même mouvement, ça devient mécanique, comme le tricot. Et on peut travailler à deux navettes, on peut faire des dentelles très larges. Ça se faisait beaucoup autrefois. En 1800, tout ça, j'ai retrouvé des vieux imprimés sur lesquels il y avait des modèles de frivolité. Les femmes en mettaient à leurs pantalons. Enfin, c'était très à la mode à l'époque. Mais maintenant, on n'a plus le temps. C'est pour me faire un petit plaisir que je prends ma navette. Supposez que ce soir ou ce jour, quelqu'un voit cette histoire de dentelle. Ils savent maintenant qu'ils peuvent se retrouver tous les lundis à 14h, 14h30 à la Maison pour tous à Seloncourt, où je suis bénévole, animatrice bénévole. Ils peuvent venir apprendre. C'est gratuit. C'est gratuit. Je pense aussi qu'une télévision locale, ça peut aider des personnes qui sont handicapées ou malades, qui n'ont pas l'occasion de sortir, d'aller justement à des rencontres comme nous. On a la chance, donc en faisant partie d'une association, quelle qu'elle soit, on rencontre du monde, et ça leur permettrait de connaître ces gens, d'avoir un regard peut-être sur des gens beaucoup plus proches d'eux que les vedettes, que les stars de films américains ou autres. Ce serait une occasion aussi pour ces personnes-là qui ne peuvent pas sortir, de voir des gens de leur coin, peut-être de leur quartier, peut-être de leur village en tout cas.
Bonjour, alors, je suis né en 1922. J'ai habité Bonneval, un petit village au-dessus de Seloncourt à 350 habitants. Depuis 1922 à 1946, l'année où je me suis marié, je suis parti de Bonneval. Et j'ai vécu toute ma jeunesse dans ce petit village de Bonneval. Ce serait intéressant quand même si on a une télévision locale, c'est sûr. Parce que quand on regarde la télévision, en général, c'est les grandes vedettes, c'est les grands stars. On devient individualiste parce qu'on absorbe ce qu'on nous donne. Mais on ne peut pas communiquer, on ne connaît pas. C'est des vedettes, c'est des films américains, c'est un tas de choses qui sont inabordables, disons. Alors si une télévision locale avec des gens du cru, qui vivent des choses simples, hein, pas la vie de tous les jours, et qui puissent communiquer par rapport à leurs activités, à ce qu'ils font, à ce qu'ils veulent faire, ou à leurs activités toutes simples, je pense que ça remplacerait un peu le manque de communication qu'il n'y a plus, du fait que il y a la télévision, maintenant le soir on ne va pas jouer aux cartes avec les copains, parce qu'on ne va pas emmerder, comme on dit en français, les autres, quoi. C'est dommage. Mais je pense que la télévision peut reconstituer un peu de communication à travers les gens qui se connaissent, parce qu'on connaît quand même pas mal, surtout les anciens, des gens du coin, et je pense que ce serait bon de se rencontrer, de voir par l'écran qu'il y a des choses qui existent et qu'on vit un petit peu ce que vivent les autres malgré tout. Qu'on n'est pas chacun dans son coin. Hein? Très intéressant. J'espère qu'il aura du succès. Merci. Et que ça continuera. Alors c'est une chanson en patois, c'est pas du patois du pays de Montbéliard, c'est du patois qui doit venir, parce que je suis né à Goumois, et il doit venir des Franches-Montagnes, de Suisse, hein, l'origine du patois. Hein. Alors c'est Mademoiselle Suzon. Eh bien, bonjour, Mademoiselle Suzon, yé, au chez vous dire, vous ne connaissez pas le gros poupon. Car revenu de la guerre, il se rentrait d'ailleurs à soi dans le buberet de Jimon des Rois. Oui, oui, traderidera, oh là. Et ma beauté de faction devint les citadelles. Si tu ne connaissais pas mon nom, m'appelait les sentinelles. Et y a pas Saint-Chain qui est crié, qu'est-ce que vit là? Oui, oui, traderidera, oh là. Et y a venu des généraux qui étaient tout plein de gloire. Et y a venu des caporaux comme un pays à boire. Une belle coquette, Simon Tchépé, ton air de duc qui est tombé. Oui, oui, traderidera, oh là. Nos sont élus dans la dière, on est failli se mettre. Des veaux, ces chèvres de Prussiens, crougit la baïonnette, y est tiré à puer pas, choyant tu comme des crêpes. Oui, oui, traderidera, oh là. Quand il est fini mon congé, il se venu voir mes blondes. Il est trouvé qu'il était couché, des vols José les combes. Où était le temps que te giro, que te mémo, guerre ce que t'es tôt. Oui, oui, traderidera, oh là. Ben voilà. Eugène n'a pas d'âge. Pourtant, on dit qu'Eugène est jeune, car il vient de se mettre en ménage avec la télévision. Il est certain, en tout cas, qu'Eugène n'aura pas le temps de prendre de la bouteille, car derrière Eugène, il y a un mot magique. Expérimental. En clair, ça veut dire qu'Eugène s'en ira de vos écrans à la fin du mois de juin. Mais ça n'a rien à voir avec le carnaval, tout ça. Mais, puisque j'ai l'opportunité de m'exprimer sur cette télévision locale, je tiens à en profiter un maximum et à vous prévenir que bientôt Eugène n'existera plus. Je trouve cela tellement dommage. J'espère que vous allez bien vite tous réagir. Deuxième indice. J'ai plus de 15 ans et moins de 35 ans. Allez, je vais vous aider encore un peu. Je suis célibataire et sans enfant. Quand on demande aux gens s'ils vont se déguiser pour carnaval, souvent ils répondent « Moi, mais je suis déguisé toute l'année ». C'est ce qu'a répondu le directeur de la maison de retraite de Blamont, M. Comte, où Eugène est allé filmer le carnaval le vendredi 23 février, date officielle du Mardi Gras. La maison de retraite, elle est un peu différente des autres. D'abord, c'est tout neuf, avec des murs roses, des couleurs pastel, de jolis rideaux, du moderne. La maison accueille des personnes âgées, mais aussi des personnes moins âgées, qui sont là car elles sont seules. Pouf, on coupe. Et puis, ça me gêne de faire ça. T'as arrêté pendant un moment.
À Blamont, les enfants du village ont rencontré les pensionnaires de la maison de retraite pour fêter carnaval ensemble. Et voilà ce que ça donne. C'est carnaval. C'est quoi carnaval? Eh ben, c'est une fête où on se déguise. Et là, on est où en ce moment? Dans la maison de retraite de Blamont. Tu crois que c'est important que vous soyez venu ici? Bah ouais, je crois. Pourquoi? Bah, pour faire plaisir aux grands-pères et aux grands-mères. Pourquoi? Bah, pour qu'ils soient un peu joyeux. Ils voient des enfants et tout ça. Je sais pas, moi. Et bah, parce qu'ils sont pas à la compagnie d'enfants des fois aussi. Alors il faut venir un peu vers eux, voilà. Alors, bien souvent les gosses, on passait de maison en maison, avec grand masque. Ah oui, ben on prenait, quand il y en a qui nous donnaient de l'argent, on le prenait. Ah oui. Et ça marchait bien, les gens étaient contents? Oh ben il y en a qui aimaient bien, oui. Il y en a qui n'aimaient pas. Tout ça, ça dépend, quoi. En général, on était toujours bien reçus. Mais il fallait coudre des coups avant de s'en aller. Au point de vue religieux, une journée de joie, de réjouissance avant tout le carême qui commence demain pour tout le monde. C'est très bien ça. Ça les amuse. Et puis ça, au lieu les jours qui suivent l'un derrière l'autre, quand il y a quelque chose comme le carnaval, c'est bien. Dans les villes ici, mais enfin, quand il y a quelque chose comme ça, c'est bien pour les jeunes, ce qu'ils peuvent faire. Nous, à notre âge, enfin, nous ne peut plus. Mais pour vous aussi, c'est bien, vous êtes contente que... On est content de voir, mais on peut plus les suivre. On ne peut plus faire comme eux. Vous appelez comment? Oh, mais vous êtes curieuse? C'est pour la télévision locale, Eugène. Oh là, ben je m'appelle Jeanne-Jean. Et puis vous êtes déguisée en indienne? Ben je crois, hein. Vous pouvez nous parler du carnaval? Oh, ben je sais rien du tout. Je sais qu'on mange des beignets, qu'on défile dans les rues, qu'on rigole. Je veux dire le plus. Vous faites toujours carnaval tous les ans? Oui, tous les ans il y a une petite fête, puis à 4 heures on a goûté. Avant, quand vous étiez plus jeune, vous faisiez carnaval? Oh non, j'avais mes enfants, j'avais pas le temps. Quand vous étiez gamine? Oh non, j'étais au boulot moi. 14 ans, j'étais trimée. Alors on n'avait pas, j'avais plus mes parents, tout ça, alors vous savez. Non, mais je trouve que c'est bien. Pourquoi c'est bien? Oh ben parce que ça marque un jour, ça fait un peu du mouvement, ça fait la maison à remuer un petit peu. Eh ben, ça va être une grande fête, je crois, parce qu'il y a les pensionnaires et puis les enfants du village qui se réunissent pour fêter carnaval, voilà. Et puis une bonne partie de mamans, de bénévoles de la maison de retraite, le personnel, enfin, c'est la grande fête du village, je crois, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Vous pouvez nous parler des origines du carnaval? Ah, pas du tout. Ça date de sûrement perpète. Certains disent que c'est une fête religieuse. Je sais pas, la preuve, oui, peut-être, sûrement. Sûrement. Le choix de votre costume? C'est un don. C'est-à-dire? On me l'a donné. Mais c'est pas une profession de foi, non? Et le fait que des enfants viennent comme ça à la maison? Formidable, c'est une première. Formidable. Le mélange des jeunes, des anciens. Formidable. Première. Chacun dans son petit coin d'habitude, là, tout est mélangé. Vous avez toujours fait carnaval? Il y a longtemps, oui. Comment c'était? C'est toujours formidable, mais ça se perdait, puis je crois que ça a une tendance à la reprise. Vous pensez que c'est une fête réservée aux jeunes? Ah non, faut pas. Faut pas. C'est les vieux qui abandonnent. Il faut qu'on... Faut se battre, faut y aller, faut se déguiser, faut s'amuser. On pleure assez. Voilà. Je vous laisse, je vous bénis bien. Merci. Eh bien, dans le temps, je trouve que c'était plus harmonieux, puis plus familier dans notre temps. Et puis, moi j'avais 10 ans, à ce moment-là j'habitais Belfort.
Eh ben, on s'amusait beaucoup, et puis les parents nous accompagnaient. Qu'est-ce que vous faisiez? Eh ben, on faisait j'étais tout habillé en clown, moi. Je faisais le guignol, parce que encore maintenant, je suis un guignol, quoi. Et puis, nos parents nous accompagnaient tout le temps, mais à cette époque-là, on faisait le carnaval 2 jours. C'était quand? Mardi Gras? Eh bien, on le faisait le mardi gras et on le faisait le lendemain. On continuait le lendemain, oui. Alors, le premier jour qu'on faisait le carnaval, c'était tous les gosses de Belfort. Et le lendemain, c'est les parents, parce qu'à cette époque-là, le lendemain de carnaval, on ne travaillait pas là, dans les usines, à Belfort. C'était férié? Alors, on allait avec les parents, et les parents, ils dansaient, quoi. Mais je trouve qu'on s'amusait beaucoup mieux, enfin... Maintenant, dans les niveaux autant, c'est différent. Hein? Mais on s'amusait beaucoup plus de notre temps que du temps de maintenant. On partait tous les filles, les garçons, on s'habillait n'importe comment, on tenait toutes les maisons, c'était pour avoir des sous. Et puis quand on avait fini de faire nos petites conneries, on en a fait. Hein? Eh bien, je vous promets, on allait manger une bonne saucisse. C'était souvent chez mes parents. Et puis alors, c'était la fête jusqu'au lendemain. C'était les plus beaux jours de la vie, hein, les jeunes comme ça. J'ai mal au cœur. Quand j'y pense, hein, je vous promets, j'y pense encore. Hein. Oui. Pourtant, je suis pas malheureuse ici, mais cet ancien temps, ça revient tout le temps. Toujours. J'étais une fille gâtée, j'étais une belle fille. Je ne peux plus parler, tiens. C'est carnaval, d'accord? Vous êtes d'accord, les enfants? Oui! Allez, on va s'amuser, allez! Comme à tout le monde dans le village, là, viens voir. Allez, un petit beignet. On démarre par la télé. Comment tu t'appelles? Stéphanie. Je fais des trucs avec les autres qu'on connaît pas, puis après bon, on devient copains avec les autres. Ok, merci. Ah bon? Parce qu'un vrai curé, on aurait eu le soleil. Ah ben, on va le faire revenir aussi. Vous verrez, monsieur le maire. Eh bien, bon après-midi. Voilà, puis... Tout à l'heure, plutôt. Bonjour, vous pouvez nous dire qui vous êtes? Claude Perrault, je suis le maire de la commune. C'est carnaval aujourd'hui, c'est un carnaval un peu spécial, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est les enfants de la commune qui sont déguisés, qui participent à défiler avec les anciens de la maison de retraite et le groupe des handicapés. Bon, c'est pas la première fois qu'il y a une manifestation commune entre la maison de retraite et les enfants ou la population. Mais malheureusement, d'habitude, on a toujours le soleil, mais cette fois-ci, on a la neige. Bon, enfin, je pense que c'est pas ça qui va empêcher les gens d'être de bonne humeur. Et les gens du village, comment ils réagissent? Ils participent, et puis j'espère que le long du trajet, ils vont manifester leur plaisir de voir tant de bonne humeur étalée dans la rue, comme ça. Enfin, ça se passe toujours très bien. Les origines du carnaval? Ça doit remonter à la nuit des temps, enfin... Je sais pas, je pense qu'il y a des historiens qui sont mieux placés que moi pour en parler. Et vous faites carnaval? Moi, je suis déguisé en maire ou en médecin, ça dépend. Là, c'était le maire qui venait de faire un petit tour, et puis là, je repars travailler comme médecin. Mais je sais pas si les gens s'en aperçoivent. Merci.
Le 11 février dernier, avenue Aristide Briand Audincourt, c'est un carnaval du style à bas les masques qui a eu lieu. Et bien sûr, Eugène n'a pas voulu manquer ce carnaval un peu spécial. En effet, des élèves et des professeurs se sont réunis pour dénoncer la fermeture de plusieurs classes dans les écoles primaires d'Audincourt. Vous entendrez des gamins qui expliquent à leur façon, avec leurs mots, pourquoi ils ne tiennent pas à être 28 ou 30 dans une même classe. C'est leur avenir qui est en jeu, et ça, ils l'ont très bien compris. Vous verrez des clowns et des lutins, des bonnets d'âne qui réclament leur banc d'école et brandissent des banderoles. Le carnaval de la colère. Là, tout de suite, en images. Audincourtois, chers enfants, nous sommes rassemblés ici pour défendre les droits de chaque enfant à réussir sa scolarité, donc sa vie. Parce qu'on veut pas qu'il y ait une suppression de classe. Puis on est venu quoi. Pour manifester pour les suppressions de classe. Contre les suppressions de classe. Tu peux nous dire pourquoi tu es là en ce moment? Pour arrêter les suppressions de classe. Tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Le commissaire de l'académie veut supprimer des classes. Et pourquoi c'est pas bien? Parce qu'on est trop nombreux dans les écoles. T'es où à l'école? École des Castors. C'est à Audincourt? Oui. Vous êtes combien dans ta classe? 28. C'est pas bien pour travailler, c'est normal? Ouais, parce qu'il y en a qui quand ils arrêtent pas de parler. Tu crois qu'il faudrait être combien dans une classe pour que ce soit bien, pour bien travailler? 18. Tu vas te déguiser en quoi? En punk. On m'a demandé de venir animer le carnaval, la manifestation pour la suppression des classes qui a lieu d'un coup. Est-ce que ça se fera? Est-ce que ça se fera pas? Ça, c'est pas mon problème, c'est pas moi qui peux le dire. Hein. Moi, je suis là. Oh, caragane, mamie, cosa ça? Je suis là parce que pour manifester. Contre quoi? La fermeture des classes. Pourquoi? Parce que ça. Qu'est-ce qui se passe alors? On ferme des classes et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a trop d'élèves dans les classes et puis ça fera un échec scolaire. C'est important pour toi l'école? T'aimes bien? Oui. T'es déguisée en quoi? Fantomette. C'est quoi? C'est qui? C'est une justicière. Je suis la directrice de l'école du Montano à Audincourt. Alors cette année, nous ne sommes pas touchés par les fermetures de classe, mais nous sommes solidaires bien sûr de nos voisins et d'Audincourt surtout qui fait beaucoup de choses pour les enfants. Et donc nous sommes classés également en ZEP. Et chaque année, nous sommes à la merci d'une fermeture de classe. Voilà, alors nous venons manifester aujourd'hui avec tout le monde. Vous pouvez nous expliquer ce que ça entraîne pour vos conditions de travail? Oui, alors bien sûr, cela entraîne déjà un fort effectif par classe, des moyennes de 30, 25 à 30, et ensuite des cours doubles. Des CP avec des CE1, etc. Et évidemment, les conditions de travail ne sont pas très bonnes et la réussite des élèves défavorisée, bien sûr. Abad. Tu peux nous expliquer pourquoi tu es là cet après-midi? Parce que je suis là contre les suppressions de classes. Tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a Jacques Land, il veut supprimer des classes et puis nous, on est là pour manifester. Pourquoi s'ils ferment des classes, qu'est-ce qu'il y a? C'est mauvais. Il y a plus d'élèves dans les classes. Alors? Et puis alors, on apprend moins. Parce que les maîtresses peuvent moins s'occuper des élèves. Puis si on ne travaille pas, on n'aura pas de métier. Oui, c'est parce qu'il y a une école qui va être fermée à cause de l'académie de Besançon. Et puis il faudrait pas que ça ferme, parce que si ça ferme toutes les années, il n'y aura plus de classe. Alors après, ce serait pas bien, parce qu'on ne pourra pas apprendre. Puis après,
surtout que ceux-là qui sont pas encore en primaire, que après qu'il y aura plus de classe, ça va pas aller, on ne pourra pas apprendre, ils n'auront pas de métier quoi. Ils seront chômeurs. Bon, alors je m'appelle Bernard Parnin, je suis directeur de l'école primaire Georges Hennem au Champ-Montant. C'est un quartier DSQ et une zone ZEP depuis 3 ans. Beaucoup d'étrangers, beaucoup de cas sociaux, beaucoup de familles monoparentales. Et depuis plusieurs années, régulièrement, en fonction d'un nombre d'élèves en baisse, on nous enlève des postes. Bon, ce qui casse tout notre projet pédagogique, hein, parce qu'on travaille avec des enseignants et ces enseignants, finalement, s'en vont au bout d'un certain temps. Donc nos projets pédagogiques sont cassés. En plus, on a de moins en moins d'instituteurs bien formés qui viennent sur nos quartiers. Ce sont généralement des jeunes qui viennent de Besançon, alors qui ont une certaine formation, mais qui ne sont pas habitués à un tel milieu. Ce sont des jeunes qui sortent de fac et qui ne connaissent pas ce milieu difficile qu'est un quartier comme le nôtre. Alors moi je suis là pour manifester, parce que je voudrais aussi qu'on puisse discuter avec les autorités. On n'a aucun dialogue, on nous dit on ferme, il y a tant de moyenne par classe, et vous vous débrouillez. Alors c'est dans l'intérêt des enfants, quoi, pour qu'on ait moins d'élèves dans les classes et qu'on puisse appliquer une meilleure pédagogie. Bon, on veut travailler nous. Je vais passer en CM2, mais mes copains, mes copines, je voudrais bien qu'ils travaillent aussi. Ils travaillent pas, ils n'arrivent pas à travailler. Eh ben si, mais plus, je veux dire. Tu t'appelles comment? Farida. Pourquoi tu es là en ce moment? Pour manifester contre les fermetures de classes. Tu peux m'expliquer un peu? Ben, ils veulent fermer les classes et on sera 35 ou 36 par classe. Et alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ben, ils pourront plus enseigner, il y aura trop de monde, on pourra plus travailler. C'est important pour toi l'école? Oui. Ouais. Pourquoi? Ben, je voudrais faire de grandes études. Non. Tu voudrais faire quoi? Avocate peut-être. C'est des écoles multiraciales, c'est tout. Bon, bah, avec tous les différences de nationalité, d'éducation qu'il peut y avoir entre chaque, et c'est pas facile à assumer au niveau des instituts et au niveau de l'éducation. C'est pour ça qu'on demande des écoles à 20 en classe, en zone ZEP. Le 13 mars à 20h30, le foyer rural de Bourgogne organise un bal masqué avec un grand concours du plus beau costume. Bien sûr, Eugène sera présent et vous montrera dans une prochaine émission les images qu'il aura rapportées. Et plus encore, si vous-même vous voulez voter le plus beau costume, n'hésitez pas à nous contacter au 81 30 90 30 ou à prendre directement contact avec le foyer rural au 84 27 73 72. C'est bon? Il faut que tu me répondes. C'est bon? C'est bon, ça tourne. Amis de la télé, bonjour. C'est les infos locales de Gênes, directement différées des Rimoncourt. Et cette semaine, c'est en costume de Diéchotte que je vous présente ces infos. Costume prêté aimablement par les amis du Vieux Seloncourt, que l'on remercie vivement. Ouais, attends là. Il faut remonter le micro. Voilà. Ok. C'est bon coupé. Les 13 et 14 mars, tarot organisé par l'Amicale des sapeurs-pompiers de Maté. Contact information Lux Télé. Mais on n'a pas le numéro de téléphone. Enfin, c'est à Maté le 13 et 14 mars. Samedi 13 mars. On reprend là. Samedi 13 mars, concert des Burning Heads. Les Burning Heads. Burning Heads à l'atelier des Maules. Montbéliard, avenue Gambetta, 25 200 Montbéliard. Le téléphone, c'est le 81 97 14 32. Le 9 mars, conférence à Belfort à 18h, l'abus des médicaments et ses conséquences avec Jean-Pierre Cantlip. C'est organisé par l'IREP, faculté de l'Arbre, Roussel à Belfort. Le téléphone, c'est le 84 28 70 96. Du 10 au 13 mars, théâtre Granit. On vous rappelle qu'il y a le Malade imaginaire de Molière, mis en scène par... Jean-Luc Lagarce.
par Jean-Luc Lagarce, 20h30. Grande salle, Théâtre du Granit à Belfort toujours, 84 28 09 98. Du 11 au 21 mars, exposition Festival de la création organisée par la FOL, La Fédération des œuvres laïques. Salle des fêtes de Belfort, information 84 21 69 88. Le 12 mars, concert d'orgue avec Martin Bucker à Belfort, Temple Saint-Jean. Contact, information, ancienne musique et orgue, téléphone 84 28 00 38. Du 12 au 15 mars, Salon de l'habitat et de l'environnement, parc des expositions Andolnan. C'est à Andolnan? À Andolnan. Information AFCB 84 22 29 29. Du 13 au 14 mars, Salon des antiquaires Amnesty International, téléphone 80 95 15 12 67. Et du 15 au 21 mars, Semaine nationale des associations des paralysés et infirmes civils. Les informations, c'est au 84 22 08 47. Nous vous Attends, il y a autre chose avant. Nous vous rappelons le carnaval de Bourgogne, le samedi 13. Il y a un concours de costumes et Eugène y sera pour filmer les plus beaux costumes et les retransmettra. Et vous, téléspectateurs, donc vous téléphonerez donc pour voter pour le meilleur costume, pour le plus beau costume. Donc vous téléphonerez, voilà, c'est ça. Donc venez à Bourgogne le samedi 13 à 20h. Et si vous... Voilà, pour tout renseignement, appelez Bourgogne. Le foyer rural. Le foyer rural de Bourgogne. Si vous avez une information à faire passer, n'hésitez pas à contacter Eugène et venez vous-même l'annoncer, comme Yves qui a quelque chose à vous dire. Voilà, je m'appelle Yves Vola, je suis le patron de l'hôtel du Cygne à Seloncourt. Et je suis heureux ce soir, par l'intermédiaire d'Eugène, de vous présenter ma nouvelle soirée cabaret qui aura lieu le 27 mars 1993, où on fêtera le 10e anniversaire de ma présence dans ce lieu. Au programme, on aura naturellement les piliers de Croisée des Arts, que j'ai aussi l'honneur de présider. Il y aura Roland B, il y aura Alain Manuel. Nous aurons aussi des nouveaux avec Céline Ali, avec Fernandez. Nous aurons une pianiste, nous aurons beaucoup d'autres jeunes artistes. Et ce qu'on aime particulièrement dans ce genre de soirée, c'est qu'il y a une expression de salle. Alors une expression de salle, c'est tous les gens qui ont des poèmes à raconter, qui ont quelque chose à faire passer dans le public. Alors on est très heureux qu'ils participent, qu'ils viennent raconter leurs petites histoires, chanter, même danser. On a eu des danseurs, pourquoi pas. Enfin, le public est beaucoup à l'écoute. C'est un public tout à fait disposé à vous entendre. Et on aimerait que vous participiez à cette prochaine soirée où j'offrirai naturellement le champagne et un très gros gâteau d'anniversaire pour fêter cet événement. Voilà, je vous remercie et je remercie encore Eugène. Au revoir. Troisième indice, j'habite un petit village de 460 habitants qui se trouve à une vingtaine de kilomètres à l'est de Montbéliard. C'est du riz, poulet, des épices, avec des légumes à côté. La viande de bœuf. Mesdames, soyez les bienvenues. Aujourd'hui, nous faisons une cuisine hongroise, la cuisine hongroise, et notamment dans la cuisine hongroise, tout le monde parle du goulash. Le goulash, apparemment, j'ai appris ici que c'est le goulash et pas là, la soupe goulash et le goulash. Mais enfin, que vous pouvez faire avec toute la viande possible. Ça veut dire bœuf, porc, agneau, dinde, poulet, toute viande. Tout mélangé ou... Non, séparément. Séparément. Tu peux faire ce que tu veux. Bon, aujourd'hui, mais séparément. Séparément, oui. Vous pouvez éventuellement mélanger bœuf et la viande de bœuf et du porc, mais il faut faire attention pour la cuisson. Oui. Ah, la cuisson, oui, c'est pas pareil. Parce que voilà. Le bœuf est plus dur. Et bon, aujourd'hui, nous préparons le goulash. En hongrois, ça s'appelle pörkölt. Parce que quand on parle goulash, c'est la soupe goulash qui est préparée sur la puszta en Hongrie.
par les bergers qui gardent les moutons ou les animaux. Et souvent, à l'origine, ça fait dans la nature, dans les chaudrons sur place et avec les éléments qui se trouvent tout près, évidemment sans congélateur et sans frigo. Ce repas base, après vous pouvez faire avec ça plusieurs plats. Vous pouvez utiliser le purkelt, le goulash en français. Vous pouvez faire un jour le goulash, l'autre jour avec le reste la soupe. Vous rajoutez simplement de l'eau et pommes de terre coupées en cubes. Ou vous pouvez rajouter la choucroute. Et ce sera la choucroute de Transylvanie, actuellement Transylvanie située en Roumanie, qui était la Grande Hongrie. Après, vous pouvez servir avec une purée de pommes de terre, avec les nouilles fait maison que nous préparons tout à l'heure, ou avec les légumes verts ou légumes secs. Alors, il y a beaucoup de possibilités. C'est un petit peu, ça ressemble un petit peu à le bourguignon. Ah oui, le votre bourguignon, sauf qu'il y a paprika rouge. Mais si, quand vous êtes à la campagne et au milieu des vignes, là-bas, au lieu de rajouter l'eau, on rajoute vin rouge. Alors on coupe les morceaux de viande en petits cubes réguliers, si c'est possible. Voilà, on fait revenir... Oh, ça on jette, oui. Peut-être que c'est un peu trop. Oui, lavez s'il vous plaît. Voilà. Ça, on va garder pour... Voilà, on fait revenir comme pour bourguignon, je pense que vous faites aussi. Il faut faire attention parce que c'est le problème que qu'est-ce qu'on trouve paprika en poudre ici, c'est gardé longtemps et ça perd la couleur. Quand bon, c'est à peu près bon, c'est transparent, oui. On rajoute le paprika. Voilà. Normalement, moi je lave la viande, mais je sais qu'en France on ne lave pas. Voilà, alors on fait assez rapidement, on tourne, parce que le paprika en poudre, ça brûle vite. Normalement, le goulash, on peut faire avec une autre viande. Ah oui, oui. Du poulet. Ah, toutes les viandes, on peut. Même du poulet. Oui, vous n'étiez pas là. Même avec du poulet, agneau. On n'est pas obligé de faire la viande du bœuf. Non, non, tout ce que la viande que tu veux. Bon, nous, mettons que je jette ça. Il faut que je le mette entier dans la... Oh non, 2 petites cuillères. 2 petites cuillères. Alors, il ne faut pas avoir peur du paprika, surtout paprika. Vous permettez, paprika rouge, ça aide à digérer. Ah, digérer, oui. Et il y a beaucoup de vitamine C. Eh bien, on a organisé la cuisine d'ailleurs, parce que tout le monde connaît la paella, le couscous, mais on voulait connaître autre chose. Alors on a décidé de faire la cuisine ailleurs, un peu partout dans le monde. Alors j'ai été voir les associations, si elles voulaient participer à notre ce qu'on montait avec le CCRB. Alors ils sont tous mis d'accord, mais les cuisines c'est bénévole. Hein. Et puis les femmes participent parce qu'on achète pour manger ensemble. Et puis tout le monde vient, tout le monde mange ensemble et tout le monde fait son petit... Alors le mois prochain, ça sera créole. Après, ça sera le Togo. Il y aura le Québec. Il y aura le vietnamien, si monsieur veut bien. Et puis après, en fin d'année, en mois de juin, tout le monde va se réunir et puis on va faire un grand repas de tout ce qu'on a fait dans l'année. Voilà. Tout le monde peut venir. C'est 30 francs. La dame, Yann, la prochaine fois.
faisais du Togo, c'est elle qui va nous faire De la Tanzanie. De la Tanzanie. Alors. De la Tanzanie, c'est elle qui va nous faire au mois d'avril le repas. C'est la Tanzanie. Bon, qu'est-ce que tu vas nous faire? Je vais vous faire du riz, un riz qui s'appelle le riz créole, mais c'est pas le créole qu'on a l'habitude. C'est du riz avec la viande de bœuf, de bourguignon, ou bien avec du poulet, mais avec des épices orientales. Avec des légumes comme des petits pois, des carottes, avec la salade. Une salade de fruits. Des fruits. Et ce riz-là, ça se mange avec la salade de tomates, mais ce n'est pas la salade de tomates que vous faites ici. Vous verrez au mois d'avril. Il faut préparer la pâte quand on veut faire, parce que il faut faire rapidement à la dernière minute. C'est comme des crêpes. Ben oui, mais c'est ce qu'on a dit. Hein. Ça rejoint un peu la cuisine alsacienne. Mais moi, si je fais ça, je prends une petite cuillère. Je prends mon saladier, je le mets entre là, comme ça. Oui. Et puis je trempe ma cuillère dans l'eau chaude et je fais tac-tac. Et regardez comme elle peut venir ici, mesdames. Je fais ça avec de la pomme de terre. J'espère que c'est bien cuit. Alors, si vous permettez, je dis en hongrois. Bon appétit, kedves egészségükre. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Bon appétit. Jó étvágyat. Étvágyat? Étvágyat. Jó étvágyat. Étvágyat. Et comment on dit merci? Köszönöm. Alors, köszönöm. C'est plus facile. Dernier indice, vous pouvez me joindre exceptionnellement au 81 30 90 30 pendant tout le mois de mars de 14h à 18h et je répondrai à toutes vos questions afin de vous aider à trouver qui je suis. La personne qui trouvera gagnera. Oui à la télé locale, non à la télé bancale, banale, brutale, bocale, fatale, rectale, cannibale. Wesh, mon yo-yo. La télé, c'est super chouette. Ça enlève le vide de la tête. Madame, monsieur, bonsoir. Eugène fait tomber les masques. Ouais. On peut y aller? C'est bon. Bon, eh bien, bonsoir ou bonjour, ça dépend à quelle heure passe cette cassette. Alors, je me présente, je m'appelle Patrick Bourquin, j'habite à Beaucourt, je suis à un magasin de télévision. Je suis dans cette branche-là depuis 1974, où je fais de la télévision par câble à l'époque, puis maintenant par satellite. Je m'occupe également de la rediffusion des programmes d'Eugène, par l'intermédiaire des émetteurs qui sont installés dans les villes de Mandeur, Seloncourt, Beaucourt, qui distribuent également Dampierre-les-Bois. Alors, ces émetteurs permettent de capter, de recevoir chez vous la 5 et puis la 6, enfin Arte et puis M6, et puis en même temps Eurosport. Et depuis ces derniers temps, vous pouvez recevoir en plus la télé locale Eugène, qui est la télé du pays de Montbéliard, dont vous avez pu découvrir. Alors là, on m'a demandé de présenter une bande vidéo que j'avais filmée à Mulhouse ces derniers temps. C'était le carnaval de Mulhouse. Alors, quelques images du carnaval. Puis également, nous verrons, enfin je pense, nous verrons quelques images aussi du carnaval de Beaucourt qui s'était déroulé l'année dernière et les années antérieures. Et ce carnaval avait été déjà retransmis sur Télésud, qui est également une chaîne locale qui est diffusée sur le câble de Beaucourt. Alors c'est une télé locale qui a maintenant 5 ans et qui tourne très très bien avec des moyens assez minimes, mais enfin on y arrive quand même. On a une très bonne équipe à Beaucourt pour faire de la télé locale également. Alors une télé locale, on est bientôt à l'an 2000, on parle de télé numérique, on parle de télé haute définition, mais la plupart des habitants du nord de la Franche-Comté découvrent tout juste la télé locale. Donc c'était un plus qu'il fallait faire dans la région. Il ne faut surtout pas que ça s'arrête, ça c'est vous qui le déciderez. Bon, il y a beaucoup à faire sur les télés locales, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Mais enfin, c'est un peu le reflet des animations locales qui peuvent être télévisées. Et quand il faut savoir également que 50% de la culture française passe par la télévision. Donc une télé locale, c'est un plus à avoir dans une région. Puis grâce à ces émetteurs de la 5 et la 6 qui ont été installés par les municipalités de Seloncourt, Mandeur, Dampierre-les-Bois et d'autres, bien sûr, qui vont plus tard recevoir la télé locale. Donc c'est un avantage technique, pour pas trop cher, d'avoir la télé locale chez soi, quoi. Alors une bonne télé locale, elle n'est déjà pas trop mauvaise, on ne peut pas trop dire. Mais enfin, une bonne télé locale, c'est la télé à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une télé pluraliste, qui soit apolitique si possible, et qui soit surtout indépendante. Une télé locale qui est dépendante, ce n'est plus... c'est un peu comme une télé nationale quoi, qui est dépendante. Moi, je pense qu'une télé locale doit être indépendante.
Eugène! Est-ce que le fait de dessiner, pour toi, de faire des fringues, c'est quelque chose qui a un sens dans la ville et dans la vie de tous les jours? Ou est-ce que c'est vraiment réservé à un spectacle uniquement, un spectacle du soir, un spectacle de la journée? Non, d'abord c'est un plaisir et puis c'est, à la limite, c'est un besoin. C'est vraiment un besoin. Je veux dire, ça peut paraître un peu idiot, j'en sais rien, mais il y a un endroit réellement où je me sens bien, c'est dans mon atelier, je veux dire. Provocateur. En tant que personne ou par rapport au travail? En tant que styliste. En tant que styliste? Non, je crois pas, non. Enfin, non, c'est pas être provocateur. Je pense pas que ce soit être provocateur que de faire de la mode, je crois pas. Enfin, je pense que certains peuvent le faire par provocation. Il y a eu des modes très provoques, style punk, etc., etc. Mais non, je pense pas du tout, absolument pas. Je me situe pas du tout en tant que provo, pas du tout. Mais bon, j'essaye de faire un travail personnel, c'est tout. J'essaye d'ailleurs, quelque chose qui peut paraître bizarre, j'essaye de ne pas suivre la mode qu'on peut trouver. D'ailleurs, je la regarde jamais, je crois que je regarde jamais les magazines de mode. J'essaye de me détacher de ça et de faire des choses qui me plaisent, c'est tout. Pourquoi commences-tu simplement maintenant à travailler sur des vêtements masculins? C'est parce qu'au début, quand on commence à faire de la mode, je crois qu'on est toujours pris un peu par l'histoire un peu de la mode, où la mode c'est quelque chose de féminin. Et puis ça correspond à une tendance qui a bougé. L'homme il y a 2 ans, par exemple, s'habillait très peu et bon, on n'avait pas envie forcément de changer les choses. Enfin, c'était pas dans les mentalités. Maintenant, c'est dans les mentalités, donc il y a une possibilité de le faire. Donc à partir de ce moment-là, on peut commencer à travailler sur l'homme. Et j'ai envie de commencer à travailler sur l'homme. Jeunes stylistes qui sont ici, bon, on est dans une position où on a beau essayer de faire les beaux avec nos fringues, on n'a rien derrière, je veux dire. Il y a des stylistes, il y a beaucoup de gens qui rentrent chez eux après ce défilé, après avoir vu des caméras, des maquilleuses, des mannequins, etc. Et puis qui rentrent et qui se retrouvent tout seuls sans une thune, et puis qu'est-ce qu'il faut faire, je veux dire. Donc c'est pas forcément rassurant là-bas.
enfin, j'ai toujours beaucoup changé parce que j'ai une famille qui est très nomade et qui déménage tous les 2-3 ans. Donc, je crois que j'ai besoin de changer. D'ailleurs, je sais pas, c'est peut-être... c'est aussi au niveau des images qu'on peut rencontrer. C'est important de voir plein d'images. Sur la guerre du Golfe, disons que l'information, comme toujours, n'est pas toujours objective. Autrement dit, elle est toujours déterminée par, je ne sais pas, des intérêts aussi bien nationaux que d'un, par exemple, ou d'intérêt national ou international. Je pense que c'était un peu flou quand même parce qu'on n'était pas très bien renseignés. Enfin, on savait juste l'essentiel, comme quoi il y avait une guerre, et puis l'ultimatum et tout, mais je trouve que c'était flou. Oui, donc c'était un matraquage, j'ai pas tellement apprécié. Je regardais pas toujours. Donc je sélectionnais. Voilà. Grosse explosion qu'on vient de voir, elle a rempli le ciel. C'était dans la désinformation, quoi. On a joué avec les gens, quoi. On disait ce qu'on voulait dire, quoi. Ça n'avait rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire, ils disaient bien ce qu'ils voulaient dire, quoi. C'était les bons Américains contre le mauvais Saddam Hussein. Bon, c'est assez manipulé, hein. Je vous dis tout de suite, hein, parce que c'est pas facile, hein, à comprendre, je peux vous dire. Après les informations que nous donne la télévision, hein, ils nous donnent bien ce qu'ils veulent, hein, ce qu'ils veulent, hein. Ah non, là, c'est pas... Je crois que c'est pas... L'information n'est pas... C'est de la désinformation. D'ailleurs, à l'heure actuelle, la guerre en Yougoslavie, enfin l'ex-Yougoslavie, vous voyez, parce qu'on ne sait pas où l'on est. On est contre qui? En pensée, contre qui? On ne sait pas, vous le savez, vous, contre qui on est, là? En pensée? Eh bien, alors, vous voyez. Une information riche et peut-être pas forcément très objective. C'est-à-dire que l'information n'est peut-être pas très vérifiée avant qu'elle soit diffusée. C'est ce qui a d'ailleurs été constaté par des journalistes par la suite. Voilà à peu près ce que je peux dire sur l'information sur la guerre du Golfe. Quelquefois, je trouve qu'il y a des choses qui ne devraient pas être dites ou montrées. Pourquoi? Parce que ça peut inciter les gens à faire encore plus. Et puis, je sais pas, quelquefois ça montre le mal. Et il y a des choses qu'on ne doit pas trop... Enfin, pas trop approfondir parce que ça peut donner d'idées à d'autres, des mauvaises idées. Des caméras vidéo embarquées dans les avions confirment les touches. On voit trop de choses qui nous sont désagréables. Il vaut mieux... Ils montrent trop de choses, c'est tout. Que du spectacle, de l'info-spectacle. Beaucoup trop de moyens mis en œuvre pour un spectacle qui n'avait plus grand-chose à voir avec la guerre. Voir l'intervention de CNN, soi-disant en direct dans l'appartement de son hôtel, qui simulait les bombes qui tombaient ou les roquettes qui tombaient, et l'autre journaliste de Antenne 2, à l'étage au-dessus du même hôtel, qui ne voyait rien dans le ciel. C'est toujours de l'intoxication, c'est toujours les informations, faut jamais. À mon avis, il faut écouter, mais avec... juste écouter les gros titres, quoi, c'est tout. Il ne faut pas seulement s'informer à la télévision, je crois qu'il faut prendre ses sources un peu partout, dans les journaux, et pas seulement un journal, mais plusieurs. Et puis les radios, la télévision, on se laisse un peu trop peut-être poser par l'image, et puis pas assez par les commentaires et la profondeur du commentaire. Tout pour l'image, tout pour la forme, rien pour le fond. Oui, parce que à la guerre du Golfe, c'était CNM, je sais pas quoi, qui informait toutes les autres télévisions. Maintenant, quand même, il y a autre chose. Les autres télévisions, quand même, ils vont... D'ailleurs, le cinéma qu'ils ont fait au débarquement, hein, maintenant, tout le monde y était, mais enfin, oui, ça change un petit peu, mais c'est pas primordial, ça. Il y a autre chose à voir. Hein.
France. D'ailleurs, on nous fait suer avec ces histoires du Golfe, là, ça ne nous intéresse pas à nous. Hein. Il y a autre chose de beaucoup plus dramatique, là, quand vous voyez que chez Peugeot, on fout en l'air des mecs sans arrêt, là, hein, on ne les remplace pas. Hein. L'information en général. Ben, si on regarde, on peut voir différentes chaînes. Si on regarde TF1, pour ne citer que, avec PPDA, pour ne citer que lui, on peut s'apercevoir qu'il fait par exemple de l'information qui n'est pas forcément très objective, qui est même à la limite erronée, puisqu'on a le cas de Cuba avec Fidel Castro, où il y a une manipulation apparemment de l'information, ou autrement, l'information générale, je la regarde comme ça, sans être très impliqué là-dedans, donc j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ah oui, ah oui. Oh bah, la chaîne à Bouygues, elle n'est pas terrible. Hein. On sait bien que les journalistes sont manipulés. Hein. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent d'ailleurs. C'est pas de la faute des journalistes, hein, en principe. Hein. C'est la faute des gens qui sont au-dessus. Hein. Pas les journalistes. Les journalistes, bon, bah, ma foi, hein, ils disent ce qu'on veut bien leur faire dire. Hein, c'est tout, ça s'arrête là. Hein. Ça, c'est plus difficile. Moi, je préférerais plutôt parler du rôle, de la trop grande importance des journalistes dans notre société et des trop grandes attentes des gens par rapport aux journalistes. Les journalistes se font piéger, en fait, par le souci de surinformation et de médiatisation et de spectacle de l'information. Mais ça, c'est les gens aussi qui sont beaucoup partie prenante dans ce processus. Mais les journalistes marchent dedans à fond, ça, je suis d'accord aussi. Avec un certain degré d'exagération. Ben, je trouve qu'ils cherchent à faire de l'audition et puis, sincèrement, il y a un petit degré d'exagération pour pouvoir y revenir ou le soir ou le lendemain et faire de la minute. Chaque chaîne a un petit peu sa personnalité, chaque rédacteur en chef également, hein, à travers un rédacteur en chef, des journalistes, transparaît une certaine façon d'informer. Hein, c'est normal, heureusement on est tous humains, on a tous notre particularité et notre façon de transmettre l'information. L'information, c'est comme on l'a défini, je ne me rappelle plus qui c'était, je crois c'est Dumas Zodier. Il dit que c'est comme un marteau. Lui, il parlait des mass médias en général, c'est-à-dire qu'un marteau est utile si on l'utilise à bon escient, c'est-à-dire à enfoncer des clous, mais il devient nuisible dès lors qu'on défonce les crânes avec. Oh, je pense qu'à l'heure actuelle, nous sommes bien informés sur tout ce qui se passe dans le monde. Je le pense. On n'a même jamais été si bien informés, je crois. À l'heure actuelle, on peut dire qu'on a beaucoup d'informations. On sait pratiquement tout ce qui se passe. C'est bien ce qui nous peine d'ailleurs. Ben, parce qu'il se passe des choses qui sont tristes, des choses qui vous font de la peine. Autrefois, les personnes, nos arrière-grands-parents, ne possédant pas la télé ou toutes ces informations, ignorant tout cela, étaient beaucoup plus gais que nous, parce qu'ils ignoraient qu'il se passait dans notre vie des choses tristes. Ils ignoraient que dans d'autres périls, il y avait des gens malheureux. Et puis maintenant, nous ne l'ignorons plus. Alors on ne peut pas rester insensible à de telles informations. Et on se pose la question, on se dit, que pourrait-on faire pour remédier à toutes ces vilaines choses? Non, je trouve que toutes les chaînes, enfin les 3 grandes chaînes principales, donnent exactement la même information, les mêmes sujets. Non, je trouve que c'est tout à fait pareil. Ils divertissent rien du tout, c'est toujours pareil. Voilà. Par quel moyen je veux être informé? Par tous les moyens, c'est-à-dire tous les médias là, tous les médias. Alors je regarde la télévision, mais j'avoue que je ne regarde pas très souvent la télévision. Aussi parce que je rentre un petit peu tard chez moi. Alors le journal de 20h, eh bien après 20h, ou alors il faut regarder le journal vraiment en fin de soirée. Donc je m'informe davantage par la presse. Eh ben, je lis la presse. Je lis la presse, les quotidiens régionaux et puis les presses hebdomadaires ou mensuelles. Ah ben je prends le Canard enchaîné, tiens. C'est tellement plus facile. Moins eux, ils disent la vérité. Disons que je m'informe pas tellement. J'ai mes propres problèmes et puis... non.
ça tourne, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. 1, 2, 3 leçons, 1, 2, 3 leçons. Alors attends, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est un peu fort. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouh là là. Alors. Ah, je peux reculer encore. Alors, je vais reculer jusque là. Le point n'est pas du tout fait. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Alors, bonsoir. Je vous dis bonsoir parce que il est exactement 1h05 du matin et puis je suis là. Alors, je vous explique la situation. Eugène fait donc une émission d'1h30 et là, nous n'avons que 1h15 ou 1h20 de programme. On attendait des images qui ne sont pas arrivées. Donc, ça s'appelle... On comble l'antenne. En fait, j'ai été déléguée par mes petits camarades pour combler l'antenne. Et je suis toute seule. Ils sont en montage. Donc, je me débrouille un peu toute seule avec la caméra. Je vais enlever mon chewing-gum pour vous parler. Ça ira un peu mieux. Comme la caméra est très lourde, je me suis dit que j'allais aller me balader un peu dans les studios pour vous montrer comment ça se passait. Mais la caméra est trop lourde. Donc, je n'ai pu que la mettre sur un pied, m'attacher un micro qui est ici. J'espère qu'il est bien mis et que vous m'entendez. Et voilà. Et en plus, comme vous pouvez le constater à ma mine réjouie, je suis dans un état de fatigue consternant. Alors voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai à tenir exactement l'antenne. Il va falloir que je trouve quelque chose. Je pourrais vous dire que vous pouvez nous envoyer des images, donc ça nous évitera ce genre de situation. Et puis quoi d'autre? Je pourrais vous chanter une chanson. Je ne chante pas très bien, mais j'adore ça, chanter. Donc je peux vous chanter une chanson. Je vais vous chanter une chanson de Mistinguett. Mistinguett, peut-être que vous la connaissez sûrement. C'est une chanteuse qui chantait dans les années 40, je crois, avec Maurice Chevalier. Donc je vais essayer un couplet seulement, et ça s'appelle « Il m'a vu nu ». Alors, un soir je faisais une pléno pour tout maillot, j'avais la peau, nul ne pouvait me voir que le ciel noir. La lune bientôt vint s'exhiber, j'allais lui dire ta bouche bébé, quand j'entendis près de moi un cri d'émoi. Il y avait un homme sur un rocher pas assez haut. L'homme a fait oh et moi dans l'eau. Moi j'ai fait oh et il m'a vu nue, toute nue, sans cache ni soutien machin. J'en ai rougi jusqu'au bassin. Il m'a vu nue, toute nue. Je me suis par respect humain voilé la face de mes deux